Bonjour et merci aussi de m'inviter à venir partager avec vous tous ces partages acquis au fur et à mesure des années. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est partager comment cette question s'est présentée à moi depuis une vingtaine d'années. Je pense que si je suis ici, c'est aussi parce que Cathy Collier, qui est une psychologue bruxelloise, systémicienne, je suis aussi de formation systémique, nous nous sommes rencontrés il y a une vingtaine d'années et nous nous sommes rendus compte que nous étions, à l'époque, parmi les seuls à vraiment nous intéresser à cette question-là de la prise en compte des enfants. Et nous avons rassemblé plein au fur et à mesure des années. Nous avions plein de témoignages, de vignettes, de consultations, de rencontres, de partages avec des professionnels. Moi, j'avais fait des enquêtes de terrain auprès de jeunes, mais comme Muriel, Amandine et Fabien. Fabien ou Fabien Fabien. Fabien. Et donc de ces partages-là que nous avons mis en commun avec Cathy est né un livre qui s'appelle Grandir avec des parents en souffrance psychique. Et c'est vraiment un livre qui est construit à partir des vécus des enfants et de ce qu'ils nous ont enseigné. Voilà. Donc voilà, je pense nous intervenons souvent ensemble avec Cathy. Nous sommes très complémentaires, mais aujourd'hui c'est moi qui suis là pour nous deux. Voilà, alors le lieu d'où je vous parle, c'est un gros hôpital psychiatrique qui est situé en Wallonie, en Belgique, dans la région du centre, qui est une région assez pauvre, fort marquée par l'immigration italienne. Et donc je travaille dans cet hôpital depuis 13 ans à présent. Je m'y perds toujours dans la représentation géographique, c'est bien le mien. Mais alors, qu'est-ce que j'y fais? Je suis responsable de l'hôpital de jour. Donc j'ai une soixantaine de patients qui viennent entre 1 jour à 5 jours par semaine, toutes pathologies confondues, aussi bien des pathologies assez lourdes que des moments compliqués, plus courts, des burn-out, etc. Donc je suis, comme je dis, psychiatre tout-terrain avec mes patients de l'hôpital de jour. Je fais des gardes, donc j'accueille une unité de mise en observation qui ne figure pas encore sur cette ancienne photo, qui est toute récente, qui accueille les patients qui sont hospitalisés sous contrainte. Je ne sais pas comment on dit en Suisse, chez nous on dit mise en observation. Je ne sais pas comment on dit chez vous quand c'est... Hospitalisation non volontaire, c'est ça. Donc quand c'est le procureur du roi ou le juge de paix qui décide d'une hospitalisation, donc... Là, pendant les gardes, nous accueillons ces patients-là la nuit ou le week-end. Et alors se situent dans cet hôpital les locaux de l'équipe mobile de crise. Donc l'équipe mobile de crise, elle travaille sur le lieu de vie. Donc ça peut être le domicile, mais ça peut être un endroit près du domicile ou la rue, à la limite si la personne vit en rue. Mais donc nous travaillons pour des interventions intensives de 4 à 8 semaines, mais qui peuvent être répétées aussi souvent que nécessaire. Avec des personnes qui n'ont pas accès aux soins ou pour lesquelles les soins ne suffisent pas. Alors je pensais à ce que tu disais, Muriel, tout à l'heure. Il y a encore plein d'enfants qui vivent avec des parents qui sont soignés uniquement par un généraliste, qui sont complètement en dehors du système de soins. Et l'équipe mobile permet justement d'avoir accès à ces familles-là et donc aux enfants. Donc, l'idée, en tout cas, l'idée pour laquelle je suis arrivée dans cet hôpital il y a 13 ans, c'était, en fait, ma première partie de vie professionnelle était pédopsychiatre. Et donc, c'est dans mon parcours de pédopsychiatre que j'ai commencé à m'intéresser aux enfants, des patients qui étaient suivis par mes collègues de psychiatrie adulte, et à réfléchir autour des dispositifs à mettre en place pour eux. Et au bout d'un cheminement, je me suis dit qu'il fallait vraiment implanter ces dispositifs d'accueil des enfants dans les lieux de soins aux adultes. Mais pour les implémenter dans les lieux de soins aux adultes, il fallait devenir moi-même soignante d'adultes. Ce n'était pas possible autrement dans le dispositif tel qu'il existe, qui est très segmenté chez nous. Et donc, à l'époque, à 48 ans, j'ai fait mon coming out et je me suis reformée à mes vieilles expériences d'assistante, à l'époque d'interne, fait des gardes aux urgences et était tant bien que mal formée à la psychiatrie adulte. Donc c'était voilà une nouvelle vie et en même temps, c'était le seul moyen de commencer à implémenter au niveau des soins quelque chose, une prise en compte vraiment de la famille. Il y a aussi dans
l'hôpital, c'est de très haut, mais il y a des lieux où il y a des biches, des daims, des alpagas maintenant. Et donc les familles viennent, traversent parfois l'hôpital, mais c'est tout un changement de culture de faire en sorte que la présence des enfants soit naturelle dans un hôpital psychiatrique. Et ça, c'est vraiment le changement de culture que j'avais envie d'y apporter, c'est que les enfants ne soient plus perçus comme des personnes menaçantes ou qui n'ont pas leur place, mais simplement des personnes comme les autres qui ont leur place là. Alors, au niveau de l'équipe mobile, c'est important vraiment de partir. L'idée dont je parle, par exemple, la philosophie qui est la mienne, c'est de dire tout intervenant qui s'occupe d'adultes doit porter attention à la famille, aux proches et aux enfants. Et en équipe mobile, c'est tout aussi important. Nous avons la chance de pouvoir aller dans les familles, les enfants sont là. Et donc, ça crée toujours un malaise dans les équipes. À quel titre s'intéresser à eux? Qu'est-ce qui va se passer si on leur donne la parole? Et donc, c'est vraiment toute une question d'approche à travailler avec les équipes qui est de pouvoir prendre en compte vraiment ces enfants. Donc oui, il y a encore des enfants qui vivent seuls avec leurs parents et personne n'a accès aux soins de deuxième ligne. Oui, il y a des enfants qui... je pense à ce que Fabien disait, il y a des enfants qui assistent à des tentatives de suicide de parents. Oui, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un jeune garçon de 12 ans qui avait dépendu son père, heureusement à temps. Eh bien, ce père, finalement, n'est pas arrivé aux urgences. Mais même s'il était arrivé aux urgences, il y a très peu de chances que son fils de 12 ans, qu'il ait dépendu, ait été vu par quelqu'un au service des urgences. Hein, déjà, vous savez, habituellement, au service d'urgence, les enfants sont là, ils sont assis, ne leur prêtent pas trop attention. Et donc, oui, une équipe mobile qui prend en compte la famille, c'est une occasion de donner la parole à cet enfant, à écouter ce qu'il a à dire en présence de ses parents. Et non, l'attention qu'on consacre aux enfants ne vole pas du temps ou ne compromet pas la qualité du lien qu'on peut établir avec un parent en difficulté. Moi, dans mon expérience, en tout cas, quand on arrive à instaurer un climat de confiance non jugeant suffisant, il y a tout à fait moyen d'aborder des questions aussi douloureuses qui est finalement, tu as dépendu ton père, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça commence par un entretien qui est alors, futur secouriste? Ah non, jamais, hein, jamais. Je ne veux pas être secouriste, c'est une expérience. Et donc, à partir de ça, quelque chose peut se construire d'un dialogue entre la colère de cet enfant qui en veut à son père de ce qu'il a fait et ce que le père peut dire de sa souffrance et ce qu'on peut construire aussi de ce que la souffrance du père peut apprendre aussi à son fils. Donc voilà, tout ça c'est pour vous planter un peu le contexte qui est un travail de psychiatrie générale, clinique, mais où on essaye de prendre en compte la question des enfants. Alors dans les préalables, je vous ai repris 3 petites citations. Donc il n'y a pas de relation linéaire entre capacité parentale et capacité mentale. Hein, certaines personnes perturbées assument efficacement leur fonction parentale, alors que d'autres, ne montrant aucune faille psychologique, se révéleront être des parents destructeurs. Je trouve que c'est important de le rappeler. Je discute souvent avec des collègues qui travaillent en médiation familiale, qui travaillent en service de santé mentale, des conflits conjugaux, des violences qui ne surviennent pas dans le cadre d'une maladie mentale, des maltraitances d'enfants, des répétitions de comportements maltraitants, des conflits de loyauté induits, et je pense particulièrement aux conflits de loyauté clivés, aux enfants qui sont pris. Tout ce qu'on fait de positif pour l'un est dévalorisé par l'autre, parent. Tout ça induit des souffrances qui sont des souffrances immenses. Et donc, il n'y a pas de relation linéaire entre un parent qui aurait un trouble psychique et les conséquences que ça peut entraîner, ou être un parent normal. Donc, il faut sortir de l'idée que voilà, c'est la maladie mentale qui va faire un parent qui causera des souffrances à ses enfants. Le diagnostic psychiatrique ne signifie donc pas que le parent soit inapte, il ne prédit pas systématiquement des conduites parentales inadéquates et un risque pour l'enfant. Et donc, le mot qu'il faut retenir, c'est diagnostic psychiatrique. Il faut sortir de la notion qu'un diagnostic précis induit des conduites,
des problématiques précises par rapport à un enfant. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Un précurseur en la matière, c'est Marc Boily, qui est un Canadien, qui a écrit Au-delà des troubles mentaux, la vie familiale. Et vous trouvez facilement des articles de lui sur Internet, ou le livre Au-delà des troubles mentaux, la vie familiale. Et ce que Marc identifie bien, c'est que ce ne sont pas les diagnostics qui posent problème, ce sont les symptômes qui peuvent poser problème. Et il faut vraiment différencier une catégorie diagnostique d'un symptôme. Et Marc a fait, avec Mireille Saint-Onge, une enquête d'ailleurs auprès de parents sur quels sont les symptômes qu'ils estiment le plus à conséquences négatives sur leurs enfants, qui les empêchent le plus de s'occuper de leurs enfants. Et les parents ont identifié, le premier, c'est le manque d'énergie. C'est le symptôme le plus identifié comme ayant des conséquences au niveau de la parentalité, le manque d'énergie. Le deuxième, c'est l'anxiété. Et le troisième, c'est les idées délirantes. Les idées délirantes ne viennent qu'en troisième position, parce qu'elles occupent justement le parent et qu'elles le déconcentrent et qu'elles font qu'ils sont attentifs aux soins des enfants. Donc ce que l'équipe de Marc Boily identifie, c'est qu'en fait, donc, ce qu'ils essayent d'identifier, c'est les fonctions parentales, les différentes fonctions de parents, les soins de base, les soins affectifs, les soins éducatifs, les soins pédagogiques, et de voir à chaque fois comment les symptômes peuvent impacter sur ces fonctions-là. Ça n'est jamais en permanence. Il faut savoir que les maladies psychiatriques sont fluctuantes, je vais revenir là-dessus. Et c'est toujours en lien avec comment est-ce que l'entourage peut pallier aussi à ces moments où ça n'est pas la compétence parentale qui est mise en question, mais les capacités parentales. Marc Boily différencie bien, au niveau de la maladie mentale, ça n'est pas un impact sur la compétence, c'est un impact qui est souvent temporaire ou fluctuant sur les capacités parentales. Et donc, la troisième citation, l'incompréhension et les préjugés induits chez les familles des attitudes de rejet, de colère et de culpabilisation. C'est tout à fait clair que la maladie mentale reste encore extrêmement stigmatisée et que toutes les hypothèses qu'on connaît, qu'il y a autour de la maladie mentale, qui circulent dans les familles, sont souvent porteuses de représentations extrêmement dévalorisantes, négatives, et que c'est ça, finalement, qui a un impact, et au niveau de la confiance en soi, de la parentalité, et au niveau des enfants. Alors, cette non prise en compte des enfants dans la maladie, dont tu parlais, Anne, la non prise en compte, les enfants invisibles, comme on les appelle, c'est quelque chose qui, comme tu le disais, n'est pas typique à la psychiatrie, mais se situe dans le monde de la médecine en général. Et j'avais repris un petit entretien, donc il y a des cahiers de l'enfance et de l'adolescence qui sont parus en 2020. C'est un numéro consacré aux enfants de parents malades, entraide ou oubli. Donc c'est tout un numéro, c'est le 2020, le deuxième carnet. Et il y a un petit échange entre Dominique Coupa, qui est psychologue, qui travaille dans un service pour personnes dialysées, et Patrick Alessian, qui est psychiatre. Et donc, en fait, ce que dit Patrick Alessian, c'est ce que vous dites, Dominique Coupa, à propos des soignants en médecine qui sont là avec des adultes souffrant de pathologies importantes et qui leur prodiguent des gestes techniques de soins extrêmement précis, et qui nient les enfants, qui ne portent aucune attention aux enfants de leurs patients, dialysés en l'occurrence. Ce qui est étrange, c'est qu'on observe exactement cette même façon de ne pas s'occuper des enfants dans la psychiatrie adulte. Et il dit, il y a, je crois, quelque chose à interroger sur la formation des médecins. Et c'est clair que dans notre formation de médecins, on ne nous forme pas à parler aux enfants, on ne nous forme pas à parler de sexualité. Encore aujourd'hui, vous savez qu'il y a de nombreux psychotropes qui sont prescrits, ont souvent des impacts sur la fonction sexuelle. C'est des choses qui sont encore très taboues. Moi, je suis étonnée du nombre de patients qui prennent des psychotropes et qu'on n'a jamais informé sur les conséquences que ça pouvait avoir au niveau de la sexualité. Il faut vraiment poser les questions aux patients, sinon ils ne vous le disent pas, ou ils vous disent « Ah bon, c'est ça ? On ne me l'avait pas dit ». Et donc, ça fait partie des tabous, la sexualité. Je dis toujours, la sexualité et parler aux enfants, ce sont deux grands tabous en médecine. Une autre chose importante, je vais le traduire. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ?
Je vais le traduire en même temps. Donc, quand on travaille avec des familles dont l'un ou plusieurs membres ont un problème médical ou psychiatrique identifié, les familles ont souvent on pourrait dire des théories inappropriées, des attentes, des informations sur le trouble et des attentes d'une information sur le trouble et ses conséquences. Assurer à la famille cette information sur le trouble, son étiologie, ses effets, le traitement et son développement permet d'alléger tout ce qui peut bloquer en fait la résolution efficace du problème. Et donc c'est un vieux systémicien de première cybernétique, McMaster, mais je trouve qu'il y a des choses à reprendre et souvent il y a cette notion toute bête et ça revient dans l'enquête qui a été citée par Anne tout à l'heure, assurer de l'information sur un trouble, sur les médicaments, pourquoi, l'évolution possible du désordre, etc. Tout ça participe à la fois de la reconnaissance de la prise en compte des enfants et de l'évolution familiale. Alors, dans les préalables, rappelez quand même que c'est important, 45% des personnes qui souffrent de troubles psychiques graves sont parents d'enfants mineurs. C'est Haussmann, un Hollandais, qui reprend ces chiffres-là. Donc 45% d'enfants mineurs, 65% des femmes sont mères, et 65% et 53% des hommes, si je me souviens bien. Je me réfère à un article de Marboili. Donc c'est quand même une partie importante de nos patients qui sont parents. Ça correspond à ce que je constate sur le terrain. Rappelez peut-être que la maladie psychiatrique, elle peut survenir à tous les âges. Elle peut être préalable à la naissance des enfants, avec une naissance qui est préparée, qui est accompagnée, notamment au niveau du traitement médicamenteux. Ça peut survenir en périnatal. Ça peut survenir aussi chez les pères en périnatal. On oublie parfois que la psychose du postpartum, elle existe aussi chez les hommes. Et elle peut survenir quand les enfants sont plus grands. Quand tout à l'heure, on avait un témoignage où la maladie arrive quand... c'est Amandine, je crois, à 18 ans. Je me trompe, c'est Amandine qui a 18 ans. Alors, la psychiatrie reste quand même un domaine assez compliqué parce que l'objectivation des maladies psychiatriques, elle est essentiellement clinique et que j'imagine que c'est la même chose en Suisse qu'en Belgique, mais suivant vos références théoriques et la façon dont vous avez étudié la psychiatrie, mais la classification diagnostique n'est pas toujours la même. Et que donc, y a en médecine quelque chose qu'on appelle la fidélité interjuge. Donc vous mettez 10 médecins ensemble, un patient au milieu, avec, et vous décrivez, il a une douleur thoracique, un essoufflement, une douleur qui s'étend jusqu'à la mâchoire et dans le bras, et on demande de poser un diagnostic. La fidélité interjuge, dans ce cas-là, va être relativement bonne, à savoir que quasiment tous les médecins vont poser le même diagnostic. En psychiatrie, vous mettez une même description au milieu de 10 psychiatres et la fidélité interjuge, elle est extrêmement basse, elle est de 5%, quelque chose comme ça. Et donc, tout ça pour dire qu'en effet, expliquer une réalité, ça n'est pas toujours simple. Et donc, suivant les théories des personnes, ça peut être un petit peu différent. Il y a aussi une confusion fréquente entre problèmes psychiatriques et santé mentale. Il faut rappeler que la santé mentale, c'est la définition de l'OMS, quand même la capacité à entretenir des relations interpersonnelles positives, d'avoir des occupations, de contribuer au bien-être de la société, et qu'on peut parfaitement avoir des problèmes psychiatriques graves et être en parfaitement bonne santé mentale. J'ai eu une collègue qui travaillait 16 heures par jour, qui avait un cabinet brillant, hyper fréquenté, d'une compétence exceptionnelle, mais qui régulièrement partait en phase maniaque et donc délirait, partait avec ses enfants en rue, arrivait aux urgences. Donc cette femme, au sens de la définition de santé mentale, était en bonne santé mentale, mais souffrait d'une pathologie psychiatrique grave, là où on a aussi des personnes qui sont dans des contraintes de pauvreté, de manque d'accès aux soins, qui ont des histoires traumatiques, des carences affectives, etc., donc qui n'ont pas de diagnostic psychiatrique au sens, voilà, vraiment psychiatrique du terme,
et qui ont une très mauvaise santé mentale. Alors, ça peut paraître des nuances un peu particulières, et pourtant, quand vous expliquez les choses aux enfants, c'est important de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle vraiment d'une maladie, ou est-ce qu'on parle de circonstances de vie qui ont mené à certaines difficultés chez le parent? Donc, c'est important de comprendre un peu de quoi on parle, et je trouve que les enfants, ils nous obligent quelque part à essayer de trouver des mots les plus simples. Donc, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et donc d'essayer de vraiment, il nous oblige quelque part à pouvoir évoquer les difficultés de nos patients avec des mots simples pour pouvoir les éclairer. Au niveau des enfants, il y a eu toutes sortes d'études sur la répétition de la maladie chez les enfants. Et selon les études, la répétition d'une maladie peut survenir de 3 à 13 fois. Donc, de nouveau, on est dans quelque chose d'extrêmement variable. Et donc, la transmission génétique, on n'a toujours pas identifié de gènes spécifiques vraiment de certaines pathologies. On sait que certains s'y retrouvent, mais qui ne sont pas forcément prédictifs. Et donc, ce qu'on a pu en tout cas constater dans les études transgénérationnelles, c'est qu'il y a une transmission du risque de troubles psychiques, on va le voir avec l'histoire d'Amaro, une histoire de répétition d'une fragilité, mais ce n'est pas qu'une psychose va donner une psychose, aucune bipolarité va donner une bipolarité. Ce n'est pas une transmission linéaire, c'est la transmission d'un risque. Et je trouve qu'il y a quelque chose qu'on sous-estime encore extrêmement souvent, c'est l'importance des déterminants sociaux dans le pronostic. Et une des choses qui frappe le plus les enfants de parents qui ont des troubles psychiatriques, c'est les effets de séparation et de discontinuité de soins. Donc, c'est les effets qui sont liés aux hospitalisations répétées d'un parent. C'est les effets de placement, quand une famille est trop isolée. Placement, retour, renouveau placement ailleurs, discontinuité dans l'apport de soins. Je pense même à des choses aussi basiques que la vaccination, que les soins dentaires pour les plus grands. Donc toutes ces discontinuités que les enfants peuvent traverser, on en verra un exemple, sont vraisemblablement pour moi le déterminant social le plus puissant de la répétition d'un trouble psychique à la génération qui suit. Autrement dit, le risque que courent le plus les enfants de parents qui ont des troubles psychiatriques, c'est le trouble de l'attachement. Et qui va donner à l'âge adulte ce qu'on appelle un trouble, souvent trouble borderline. Et je vois bien dans le système de soins que ce sont les patients les moins bien soignés. Donc quand les enfants ont les conséquences de ces discontinuités, aussi en termes d'insécurité affective, donc tout ce que je décris, des placements répétés, des parcours en fait chaotiques, quoi. Toute cette insécurité, c'est ça qui peut générer à l'âge adulte des comportements relationnels particuliers, des demandes d'affection immenses, des colères, des frustrations, de l'anxiété, des moments quasiment d'effondrement dépressif, comme un nouveau-né, comme un nourrisson qui serait laissé tomber, des angoisses massives. Et donc, c'est pourtant ces patients-là, où ce sont vraiment des pathologies qui sont liées à ces effets de discontinuité de soins, de carence affective et parfois éducative. Et donc, ce sont ces problèmes-là qui sont, je trouve, très coûteux en termes à la fois de soins, qui sont extrêmement difficiles à soigner, et au niveau de la qualité de vie des gens. Au niveau des effets sur les enfants, je voulais juste reprendre, avant de parler des dispositifs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu, si vous avez lu le livre de Cathy Collier et moi, ou que vous nous avez déjà entendu. C'est une image qu'on reprend assez souvent, Cathy et moi. En fait, Cathy a travaillé avec des groupes d'enfants, des collages, justement, autour de leur vécu, de la maladie de leurs parents. Et ici, pour parler des ressentis, je trouve que nos témoins les ont tellement mieux décrits que tout ce que je pourrais faire. Mais je voulais quand même réinsister en les écoutant sur un vécu très particulier dont vous n'avez pas parlé, qui sont les vécus de doute et de confusion. Et donc j'attire votre attention sur cette partie-là du collage de Jeanne, qui a 11 ans, et qui est ce regard un peu particulier, qui donne un sentiment d'étrangeté, ce qu'on a bien vu, oui, il y a 2 yeux, mais c'est dans un seul œil. Et quand Cathy et moi, nous avons essayé d'identifier comme ça les vécus communs
entre les enfants qui avaient ce type de parcours. Je vais revenir avec celui de la solitude et d'isolement qui est le plus fréquent, mais le sentiment de doute et de confusion est quelque chose qui revient assez souvent. Alors la différence entre la confusion et le doute, c'est que la confusion, vous ne voyez pas clair, vous n'êtes pas sûr de discerner quelque chose, vous avez juste un sentiment de... On a beaucoup parlé du brouillard psychique ces derniers temps avec le Covid, le sentiment de brouillard psychique, hein, le sentiment de ne pas bien voir, d'être mal, on dit que c'est malaisant, c'est une sensation comme ça de confusion. Vous n'êtes pas sûr d'avoir bien entendu ce que vous avez entendu. Le doute, c'est le stade après. Le doute, c'est quand vous avez bien entendu quelque chose, vous n'êtes pas sûr que vous avez bien compris. Vous n'êtes pas sûr que vous avez compris la bonne chose. Donc c'est assez subtil et les deux se répètent assez régulièrement comme ça dans les témoignages des enfants. Eh bien, une chose dont on est absolument convaincus, Cathy et moi, c'est que ces vécus de doute et de confusion qui créent, alors outre l'hypervigilance dont les témoins de ce matin ont parlé, hein, l'hypervigilance, de l'imprévisibilité, etc., il y a une sorte d'hypervigilance cérébrale qui est toujours de se demander est-ce que j'ai bien vu, est-ce que j'ai bien perçu, est-ce que c'est juste et donc c'est lié à une situation très particulière que vivent les enfants, qui est quand même encore assez fréquente, c'est la notion, c'est les non-dits autour des enfants. Donc les enfants vivent des situations particulières. Ils voient par exemple, où ils entendent une mère délirer. Eh bien, en général, il se passe la même chose que ce qui se passe, ça m'est arrivé il y a quelques années dans un métro. Hein, je suis assise dans un métro, un monsieur entre, il parle tout seul, c'était avant les GSM. Il parle tout seul, et donc il s'installe, et est assez agressif, manifestement, il parle à des gens que personne d'autre que lui ne voit. Et donc nous sommes trois assis en face de lui, et qu'est-ce qui se passe? Personne ne bronche. Tout le monde regarde plus ou moins ses genoux, etc., fait le moins de gestes et de bruit possible, on attend. Quelques arrêts plus tard, il se lève, il sort, tout le monde souffle et se regarde en souriant. Eh bien, c'est un phénomène qui existe autour des enfants, c'est-à-dire qu'au moment où ça se passe, personne ne bronche, et très souvent après, personne n'en parle avec eux. Mais au niveau de l'enfant, il faut quand même imaginer un petit peu ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui a perçu, donc tous ses sens lui ont dit qu'il se passait quelque chose de pas normal, d'étrange, de bizarre, mais tout le monde fait comme si tout était normal. Donc qu'est-ce que vous vous dites dans la tête d'un enfant? Vous vous dites, le plus fréquent, c'est « j'ai pas bien vu, c'est moi qui me trompe, j'ai mal perçu, ça doit être moi ». On est la nature humaine, souvent comme ça. Et donc, ça sème comme ça, au niveau de l'enfant, un doute perpétuel. Et finalement, si l'enfant se dit qu'il a bien perçu et qu'il est le seul à l'avoir perçu, et que tout le monde fait comme si ça n'existait pas, c'est aussi un vécu paranoïde. Hein. C'est je suis le seul et personne d'autre n'a que vu. Donc, quelle solitude, Et donc, ça veut dire que l'enfant, il lui reste peu d'issue dans une situation comme ça. Hein. Donc, soit j'ai pas bien perçu, soit j'ai perçu, mais je suis le seul. Et donc, c'est ça qui est propre à pouvoir, comme ça, semer chez les enfants, ces notions de doute et de confusion, qui ont parfois des répercussions au niveau scolaire. Le restant du collage, ça montre bien à quel point il y a à la fois des difficultés et de la force. Et c'est Jeanne, qui a sans doute eu un cours de biologie à ses 11 ans, qui dit c'est comme un cœur où il y a le bon sang et le mauvais sang. Il y a le bon sang qui a été oxygéné et le mauvais sang qui n'a pas été oxygéné. Et donc, voilà, le mauvais sang, les sentiments tellement négatifs, la panique, si c'est vrai, nous avons un problème. Et alors, c'est toujours ambivalent. Donc ici, par exemple, il y a la grille de l'hôpital, mais qui débouche sur une belle fleur. Et à côté des sentiments terribles, il y a aussi le couple, l'indestructible, la force et le cœur, le symbole du cœur, en fait. Et donc, je trouve que ça apparaît souvent aussi dans les témoignages, c'est cette notion à la fois de souffrance et aussi de potentialité et pour utiliser un terme connu, de résilience. Donc, la panique côtoie aussi l'indestructible.
Et l'œil, il est étrange, mais finalement, il est aussi original. Autre vécu assez partagé, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit... Voilà, ici. C'est celui qui fait le titre, la couverture du livre, c'est la solitude, qui n'est pas l'isolement. Ici, donc, c'est le témoignage de Martin qui dit « Ce garçon est monté dans son arbre. Il a choisi parce qu'il a l'air magique avec ses branches toutes tordues. Il est seul, c'est triste, mais de là-haut, il voit l'horizon. La nature lui fait du bien. Le gazouillis des oiseaux et le bruit des feuilles le détendent. Il pleure, mais il rêve aussi à son futur, c'est son petit cocon. Il y a beaucoup de raisons, pas toujours faciles à identifier. Il a 11 ans, Martin. On souffre de voir son parent souffrir. On souffre de ne pas avoir un parent comme les autres. On regrette de ne pas avoir une enfance ou une adolescence normale. » Donc ça, c'est vraiment le sentiment dont Muriel, tu parlais, c'est vraiment le sentiment d'être tout seul. Et je trouve que ce sentiment de solitude est vraiment lié au fait que l'enfant a l'impression d'être vraiment seul au monde à vivre cette expérience-là, qu'il n'y a personne pour valider le fait qu'en effet, c'est une expérience particulière que d'autres vivent aussi. Et la solitude n'est pas non plus l'isolement, comme ici dans le collage de Tom qui a 9 ans. Vous voyez qu'il y a plusieurs enfants dans une même maison. Et donc ce que Tom dit, c'est le parent est au lit, un enfant est assis dans le salon et regarde par la fenêtre. L'autre est sur la terrasse, assis sur la balustrade. Il regarde les environs, mais il reste près de la chambre de la mère. Ils ne font rien ensemble. Ils aimeraient aller jouer dans le jardin, peut-être avec les petits voisins, mais ils ne peuvent pas. Maman n'aime pas, elle préfère qu'ils restent dans la maison. Elle a toujours peur pour nous, elle ne veut pas trop de bruit. Et donc, on voit des enfants qui sont à la fois, qui ne sont pas isolés, mais la famille est isolée. La famille est isolée du reste. Et très souvent, l'isolement, en fait, c'est ça qui provoque la difficulté d'accessibilité aux soins. Donc ça, c'est vraiment le lien. Ce n'est pas la solitude, c'est l'isolement qui provoque la difficulté d'accès aux soins. Et on voit bien que la position des enfants, elle est légèrement différenciée. Et donc ça m'amène à dire que, parce qu'on a beaucoup parlé d'aidants ce matin, dans le réseau francophone autour de ces questions-là, qui s'appelle Jeff Psy, j'en parlerai tout à l'heure, JEF, Jeune Enfant, Fratrie ou Famille Psy, nous parlons de jeunes proches. Nous ne parlons pas d'aidants proches ou de jeunes aidants proches. Nous parlons de jeunes proches. Parce qu'il n'est pas dit que l'enfant veuille être aidant. Il est souvent, quand il est aidant parce qu'il n'a pas le choix de l'être ou de ne pas l'être. Il n'est pas payé, comme on disait tout à l'heure, pour faire cette tâche-là. Il n'a pas été désigné comme celui qui allait être l'aidant. Et surtout, les rôles fluctuent dans la famille. Ça peut être un enfant qui, à un moment, prend une position, et puis l'enfant peut s'en aller, c'est un autre qui va prendre le relais. Ça varie suivant les âges, suivant les révoltes adolescentes aussi. Je vois souvent des familles où, à un moment, l'adolescent, on voit tout péter, et puis c'est un autre enfant qui va prendre le relais. Et puis un intervenant va arriver, il y aura peut-être un placement, et les places vont bouger. Et donc, c'est vraiment un peu court de mettre tous les jeunes qui vivent avec des parents qui ont des troubles psychiques, de les qualifier d'aidants proches. Parce que c'est vraiment pointé comme ça. Et je trouve qu'il y a une sorte de détournement de la notion de parentification, qui, Dieu sait s'il est discutable, si voilà, que les enfants soient amenés à prendre des responsabilités. Ça a toujours été une bonne chose. Je pense que c'est souvent dit qu'en période de Covid, si les enfants souffraient, les jeunes souffraient autant, c'est parce qu'on les a mis sous cloche et qu'on les a privés de leur capacité d'aide à toute une société voilà, en crise, comme il y a eu d'autres grandes catastrophes. Et donc, la notion d'être aidant n'est pas, négative a priori, mais elle est discutable et elle n'est en tout cas pas à être survalorisée par des programmes voilà, qui se déchargent il y a une tendance comme ça, on parle de plus en plus d'économie domestique, ça fait quelques décennies qu'on parle de l'économie domestique, à savoir toute l'économie informelle comme ça que les familles peuvent assurer. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui est comptabilisé comme ça dans l'économie globale, où de plus en plus le système de soins a tendance à se décharger sur les familles de tout ce soin aux proches. Donc il ne faut pas être aveugle sur cette question-là.
Et en tant que psychiatre d'équipe mobile, je suis bien sensible. L'idée, c'est que les patients ne soient plus trop longtemps à l'hôpital, ne soient plus trop hospitalisés. Mais par contre, il n'y a pas eu de déplacement de l'énergie et des financements de soins dans les structures de soins, de déplacement vers l'aide aux familles et aux proches. Et c'est là qu'il y a un problème. Donc c'est en ça que c'est vraiment important de pointer des initiatives comme notamment, entre autres, Astram. Donc voilà, on parlait des déterminants sociaux, je parlais de l'impact des séparations, des discontinuités de soins. Et donc, il faut savoir qu'en France, une personne SDF sur 4 a un parcours en protection de l'enfance. Et donc, voilà, les Canadiens ont une notion qui est assez intéressante qui s'appelle la notion de processus de production du handicap, qui est une notion systémique en fait. Donc comment, finalement, autour de la prise en charge d'un parent malade, on peut créer du handicap chez l'enfant. Il y a quelques années, un vendredi chez nous, à l'hôpital, un père essaye de tuer sa femme hospitalisée parce qu'elle lui annonce qu'elle veut le quitter. Il y a une petite fille qui est là, qui a assisté à tout, et pour laquelle on a déjà contacté le tribunal de jeunesse parce qu'il n'y a pas d'entourage. Et donc, ce qu'elle aurait risqué, si le scénario s'était déroulé conformément à ce qui était entendu, c'est qu'elle aurait, dans les quelques heures d'une journée, vécu une tentative de meurtre de sa mère, sur sa mère par son père, tout l'affolement du service autour de ça, et puis elle aurait été emmenée dans un centre d'accueil d'urgence pour mineurs, elle avait 6 ans, comme elle me le disait ce jour-là, et je vais rater ma rentrée scolaire, et mon cartable est prêt, et c'est demain, et ma meilleure amie m'attend. Donc elle aurait été éloignée de chez elle. Elle aurait entamé un parcours de placement parce que chez nous, les placements se déplacent. Donc vous êtes accueilli 3 jours dans le premier centre d'accueil d'urgence, puis dès qu'il y a une place qui se libère dans un deuxième, vous circulez comme enfant. Et donc il y aurait eu un trauma psychique qui n'aurait pas pu être accompagné de ne fût-ce que 48 heures un peu sécurisantes, plus un décrochage scolaire. On voyait déjà le parcours qui pouvait s'enchaîner pour elle. Ce qu'on a pu faire pour cette petite fille, c'est que finalement, on a négocié avec le juge qu'elle puisse rester à l'hôpital et être accueillie dans le service. Il y avait plusieurs personnes de l'espace enfant qui travaillaient dans ce service-là. Sa mère a pu être soignée, sortir des urgences et la récupérer et retourner à la maison. Donc on voit comme ça, parfois, comment des parcours peuvent se jouer de façon extrêmement rapide. Peut-être ce qui... je reviens très vite là-dessus, mais parmi les déterminants sociaux, nos représentations à nous de soignants, et même celles des professionnels, sont aussi déterminants. Ici, c'est une petite enquête qu'a faite le professeur Stéphane Adam via nous dans notre hôpital. Nous avons interrogé les professionnels et les patients sur quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à un enfant grandissant avec des parents ayant un trouble psychique. Eh bien, vous voyez que les mots ne sont pas très gais, ni du côté des professionnels, ni du côté des patients. Et donc Stéphane Adam, la technique qu'il utilise, c'est que ça s'appelle les nuages de mots. Plus le mot est répété souvent, plus il est grand en taille. Donc vous voyez que chez les professionnels, les 2 mots qui apparaissent en grand, c'est difficulté et souffrance. Donc avoir un enfant, quand on a un trouble psychique, c'est des difficultés, des souffrances, c'est ce qui vient en tête en premier. Et chez les parents, tristesse, incompréhension, peur, souffrance, manque. Donc on est quand même dans des représentations qui restent négatives. Je reste surprise, je suis souvent surprise de voir à quel point, même dans le monde encore des soignants, il y a encore des représentations négatives de la maladie mentale. C'est vraiment quelque chose sur quoi il faut pouvoir continuer à travailler. Et donc, un des effets, en tout cas, quelque part, on se rend compte de ces représentations négatives à travers les difficultés, en fait, d'accès à la parentalité pour certains. Et un des effets, c'est comment les professionnels ne sont pas attentifs au maintien actif du lien entre un parent hospitalisé, par exemple, et un enfant. Ici, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit. Donc c'est un livre magnifique et autobiographique. Et donc Delphine de Vigan, il raconte son enfance avec une maman bipolaire, je pense. Et donc,
elle reprend des écrits, c'est après le décès de sa mère, et elle retrouve des écrits de sa mère. Et ici, c'est un écrit de sa mère qui est hospitalisée pour longtemps. Les enfants sont allés habiter chez le père, loin de Paris. Et donc la mère décrit ici l'organisation des 2 jours où elle peut voir ses filles. L'organisation de ces 2 jours me soucie toute la quinzaine. Les retrouvailles à la gare Montparnasse, le train qui a souvent du retard, ce qu'on va manger, surtout ce qu'on va faire, se dire. Avec elle aussi, j'ai la chic coupée, je ne sais plus comment leur parler. Je suis tombée de mon piédestal de mère, même vis-à-vis d'elle, je n'existe plus. Pourtant, les voir est mon seul profond plaisir, douleur dans cette vie. Désespoir de ces jours écoulés les uns après les autres, sans fil conducteur ou coupés en morceaux. Et donc, à l'époque, j'ai travaillé en service de placement familial, donc pour enfants qui étaient placés en famille d'accueil. Nous étions chargés d'organiser les rencontres entre les enfants et leurs parents de naissance. Et donc, c'est là qu'on se rend compte à quel point les stéréotypes, les idées négatives sur la maladie mentale sont encore très présentes dans les équipes, où je me suis rendu compte à mon arrivée qu'il y avait vraiment une résistance active à organiser des visites de manière confortable. Comme s'il y avait aussi une crainte, en fait, du conflit de loyauté, comme si le fait que l'enfant allait rencontrer son parent souffrant d'une maladie, d'un trouble psychique, allait soudainement être pris dans un conflit de loyauté entre sa famille d'accueil et son parent. Et donc c'était vraiment tout un travail d'expliquer que avant le conflit de loyauté, il y a l'attachement, et que l'attachement est quelque chose qui, plus il y a de l'attachement, plus il y aura des facilités d'attachement. Si l'enfant est attaché et à sa famille d'accueil et à sa famille de naissance, c'est un enfant qui s'attachera plus facilement. Le conflit de loyauté survient quand vous vous demandez qui vous aimez le plus, qui est votre vrai parent, etc. Ça n'est pas facile, mais ça peut se travailler, ça peut s'accompagner, surtout avec les adultes. Mais la première chose à préserver, c'est la notion d'attachement. C'est que l'enfant perçoive que son parent, ne peut pas s'occuper de lui parce qu'il a une maladie, et qu'il puisse néanmoins faire connaissance de cet être qui est son parent. Je suis frappée de voir certains enfants qui ont été séparés, qui n'ont pas pu avoir accès à ce travail de rencontre et de verbalisation, qui disent « ma génitrice, c'est pas une mère ». Enfin, toute la colère est encore là contre ces mères qui n'ont pas pu faire le travail de mère, parce qu'il n'y a pas d'explication sur ce qu'est la maladie, et surtout, il n'y a pas eu rencontre. Donc, un des points, je trouve, importants à l'époque au service de placement familial, ce qu'on a pu installer, c'est vraiment un cadre sécurisant et accompagnant autour de ces parents qui sont en difficulté psychique et de leurs enfants. Déjà, ne fût-ce que penser déplacement. On n'imagine pas toujours, quand on travaille dans un hôpital ou qu'on s'occupe d'enfants, à quel point, pour un parent, faire le trajet, venir voir l'enfant dans un milieu qu'ils perçoivent comme hostile, est déjà assez compliqué. Donc déjà veiller à comment le parent va circuler, essayer de faciliter en tout cas sa venue, et surtout penser à la manière de construire la rencontre. Surtout ne pas faire des rencontres qui sont des consultations où on va discuter avec un parent qui est déjà tellement mal à l'aise et un enfant qui est déjà tellement mal à l'aise, mais au contraire plutôt des ateliers, faire la cuisine ensemble, utiliser des médias, de la peinture, des collages, pour permettre un moment simplement de rencontre de personne à personne. Je dirais que le côté verbal, l'explication de la maladie, etc., se passer dans un autre dispositif. Pour en revenir à la question de justement la prise en compte des enfants, quelque chose qui va faire écho au témoignage de Muriel, c'est à l'époque au service de santé mentale, le Méridien, c'est le moment où nous avons construit ces groupes justement, un groupe d'enfants, un groupe d'adolescents qui avaient comme point commun d'avoir un parent avec un trouble psychique. Et nous étions à la recherche de jeunes qui seraient susceptibles de rejoindre ces groupes. Et donc nous allions dans les institutions recruter un peu. Et le malaise autour, ce qui est vraiment étonnant, c'était le malaise autour de nommer la maladie psychique. Quand nous entrions dans une institution, on nous laissait en général toutes seules discuter avec les enfants. Il y a quelque chose qui m'a toujours échappé entre la difficulté des adultes de parler de la maladie mentale et la facilité avec laquelle les enfants accrochent. Et donc, voilà le témoignage de Christelle. Toute notre enfance, mon frère et moi, on a accompagné ma mère chaque semaine à la consultation au centre. Le psychiatre venait la chercher dans la salle d'attente, puis il la ramenait.
nous a jamais dit bonjour ni au revoir, nous a jamais expliqué quel médicament il lui donnait ni pourquoi. D'ailleurs, les médicaments ne la rendaient pas mieux, elle était juste dans le gaz, et il ne se rendait pas compte que devant lui, ma mère se tenait. Il n'a jamais vu comme elle était vraiment, il n'a jamais vu ses crises. Et c'est nous, les enfants, qui devions aller chercher les médicaments à la pharmacie et les lui donner. Et donc, Christelle nous a dit, vous, vos groupes, c'est trop tard pour moi, j'ai demandé mon placement, maintenant je vais à l'école régulièrement, je pense à mon avenir, et venir à vos groupes, ce serait encore parler de ma mère. On en discutait avec Muriel à la pause. Donc je pense que Christelle, ce dont elle avait besoin à ce moment-là, c'était justement de pouvoir se libérer de sa mère, penser à autre chose. Et ce qui, je pense, lui aurait rendu service, c'était justement d'avoir été accueillie par le psychiatre de sa mère. Et comme je l'ai dit, je pense que le temps qu'on prend avec une famille et avec les enfants n'est jamais un temps volé au patient et qu'au contraire, ça contribue à une meilleure prise en charge du patient. Alors, pour en venir justement aux dispositifs qui sont... Comment créer des dispositifs comme ça dans les lieux de soins ? Les patients sont les premiers à nous donner les indications. Quand quelqu'un est hospitalisé, on doit prendre tout le monde en charge. Les enfants, le mari. Il faut un travail. Ils pensent qu'il faut un espace en dehors du service. Voilà, la première dimension pour moi, c'est l'accueil. Donc c'est créer un lieu, que ce soit dans une pouponnière, que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans un service de santé mentale. Comment créer un lieu qui soit d'abord un lieu simplement d'accueil? Donc ce n'est pas un lieu de consultation, un lieu d'accueil où l'enfant se sente juste reconnu parce qu'il est enfant, qu'il est un proche, un jeune proche, reconnu comme une personne et qui fasse qu'il soit accueilli. Bien, la solution qu'on a trouvée à Manage, qui a fait de nombreux petits dans les hôpitaux bruxellois et wallons, c'est vraiment cette notion d'un espace accueil, donc d'un lieu où les familles peuvent venir 2 fois par semaine, de 13h30 à 17h30, les familles ensemble, donc tout enfant qui vient voir un parent, grand-parent, un oncle, une tante, est accueilli. Et c'est vraiment un lieu où ce qui va être travaillé, c'est justement cette dimension de l'accueil. Donc vivre un moment positif, donc c'est une pièce avec un matériel adapté qui permet aux enfants de se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls à venir voir un parent malade, ils ne sont pas les seuls à vivre ça. Et beaucoup d'interactions entre les enfants se passent dans les couloirs de l'espace enfant et dans le jeu entre eux. Et c'est vraiment le premier socle. J'imagine ça comme un socle à 3 dimensions. Il y a un premier socle qui est vraiment la base, qui est l'accueil. Les enfants sont accueillis, comme je dis, parce qu'ils sont enfants, pas parce que c'est des enfants à risque, pas parce que c'est des futurs patients éventuels, pas pour les évaluer. Ils sont juste accueillis parce qu'ils sont des enfants. Et c'est une condition indispensable. L'équipe d'accueil est évidemment essentiellement féminine, c'est toujours un accueil en binôme. L'idée, c'est justement de pouvoir être disponible, ni trop proche, ni trop loin, pas dans l'intervention thérapeutique, parfois dans une remise légère des limites quand il y a un peu trop de bruit ou de désordre, mais c'est vraiment une dimension d'être disponible à la fois, mais de laisser les gens s'ils veulent être entre eux. Il y a un matériel adapté à tous les âges, il y a aussi une petite salle pour les ados. Il y a des livres. On a toute une collection comme ça de livres qui sont régulièrement empruntés ou autour de la maladie mentale ou autour de questions d'enfants. Comme ça, ici, ce sont tous les livres qui sont édités par la fondation, par l'association Similes, l'association des familles en Belgique. Et il y en a d'autres. Donc, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de prise de nom. C'est une très grande souplesse. Les familles viennent ensemble. En général, tous s'autorégulent. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de rapport d'expertise. C'est vraiment un lieu d'accueil. Ce sont les petites notes des enfants. Dans le livre d'or, on se retrouve comme à la maison. N'ayez pas peur, tout va bien se passer, disent des enfants à un autre qui est un petit nouveau. C'est l'endroit que je préfère. J'ai repris espoir. Il y a beaucoup de cœurs qui sont dessinés. Et il faut savoir que dans l'espace accueil viennent les parents dès lors qu'ils sont la première semaine d'hospitalisation, donc y compris les patients que je peux accueillir mis en observation, qui sont délirants, phase maniaque, etc., à l'espace enfant. En 10 ans maintenant, nous venons de fêter les 12 ans, jamais d'incident, mais avec des patients en phase aiguë, parce que ça dure ce que ça doit durer. C'est une demi-heure, si le parent est bien une demi-heure, ça peut être 2 heures. C'est quand même beaucoup d'enfants, 566 en 2019, qui sont passés. Et c'est à partir de l'accueil
que peuvent se développer les 2 autres dimensions de la prise en charge, qu'on développera peut-être tout à l'heure. Donc les groupes parentalité, groupes de renforcement de parents entre eux. Comment est-ce que je peux parler à mon enfant? Qu'est-ce que je lui en dis? Il y a beaucoup de pères qui disent « Moi, je viens travailler ici, à l'hôpital, parce qu'ils ne veulent pas dire qu'ils sont malades. » Mais si le professionnel leur dit « Il faut dire la vérité à votre enfant », c'est beaucoup moins efficace que s'il y a le père à côté qui lui dit « Tu prends vraiment pour des cons tes enfants? Tu les prends pour des cons? » « Ah oui, tu crois? Comment je pourrais leur dire ?» Donc, à partir des groupes parentalité, arrive la troisième... Et les collages peuvent aussi aider les parents à exprimer aussi leur position, la bonne santé d'un côté, la joie de vivre, et la tristesse. Être différent, ne plus être comme avant, l'oubli, ne plus être en forme, ne plus être rien. C'est important aussi que le parent puisse essayer de faire prendre conscience de son vécu. Donc les groupes multifamille aussi à 3 dimensions, usagers, famille, professionnels, mensuels, c'est un groupe de partage d'expérience. Et enfin, sur ce 2e socle qui sont tous les groupes, enfin, la 3e dimension, qui ne doit pour moi vraiment pas contourner les 2 autres, c'est la consultation. Donc sur demande des parents, des équipes soignantes, et qui est vraiment centrée sur les demandes de l'enfant. Donc comment parler de la maladie aux enfants. Et là, les repères qu'on a, c'est vraiment la parole rituelle à l'entrée, c'est que l'enfant peut poser toutes les questions qu'il n'a jamais osé poser sur la maladie de son parent. Très souvent, la première question, c'est quand est-ce qu'il peut rentrer à la maison? La deuxième, c'est est-ce que ça peut recommencer? Et à partir de ça, vous vous rendez compte. Vraiment, je pense que la façon d'approcher la maladie avec les enfants, c'est de partir de ce qu'ils savent déjà, ce qu'ils ont compris. Et parfois, vous arrivez à ce qu'ils ont mal compris ou mal interprété, pouvoir défaire avec eux. Donc, c'est vraiment un travail de co-construction avec eux et avec les parents autour de cette maladie. On parlait des noms à donner aux maladies, mais très souvent, bipolarité, psychose, ça ne veut rien dire, mais l'enfant va construire quelque chose qui est, c'est la maladie de la peur. Oh, c'est une maladie du mensonge, j'ai déjà entendu, pour parler du délire. On peut déconstruire la différence entre un mensonge et un délire. Donc partir de la parole des enfants, de ces images, de ces métaphores qui sont bien plus riches que les nôtres. Si vous voulez vous renseigner plus avant sur ces approches-là, je vous conseille d'aller voir le film, la plateforme JEFPSY, J-E-F-P-S-Y, qui rassemble déjà le Biceps Étincelle, qui est une association qui est vraiment spécifiquement destinée aux enfants en Belgique, Réseau Psy au Luxembourg et le Funambule en France, qui s'inspire aussi beaucoup des travaux de Titi Solantos en Finlande, où vraiment la philosophie est celle dont je vous parlais. Il s'agit d'assurer des soins aux enfants dans les lieux pour adultes et pas de segmenter des soins aux adultes chez les adultes et aux enfants chez les enfants. Très souvent, les enfants vous diront qu'ils ont vécu très négativement une première rencontre avec un pédopsie ou un psychologue pour enfants, parce que cette étape-là, justement, d'avoir été accueilli dans le lieu de soins aux adultes, d'avoir été reconnu en tant que proche, a été contournée. Je pense que l'aide individuelle, c'est bien, mais qu'elle ne peut pas se dispenser justement de ce qui doit déjà être mis en place dans nos structures pour les parents. Donc, si vous allez voir cette plateforme, vous allez voir qu'il y a des questions fréquentes que les enfants peuvent se poser. Et bon, je pense que la plateforme, il y a un chat qui est possible aussi, une rencontre avec des professionnels qui se relayent. Et c'est ouvert jusqu'à 25 ans, si je me souviens bien, pour les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc voilà, allez voir, je vous le conseille, et ça répondra aux questions que je n'ai pas le temps d'approfondir avec vous. Merci.